RCC, aussi des églises le garant de la nation les a confié une mission des médiateurs pour mener un dialogue inclusif en République démocratique. Les tensions politiques avec des marches qui ont été au moins annoncées, que ce soit du côté de l'opposition le 22 juillet dernier, et la majorité aussi, l'Union sacrée, qui voulait être sur les rues pour au moins soutenir les forces armées de la RDC, aussi les institutions de la RDC. Les prélats mènent leur médiation. Après la rencontre avec le chef de l'État, ils se sont rencontrés avec les autorités de la C64 qui ont même poussé leur marche pour ultérieure. Ils ont même donné un ultimatum jusqu'au 15 août pour qu'un dialogue inclusif puisse être convoqué. Le PPRD ou les FCC en général conditionnent au moins sa participation à ces dialogues. Pour lui, il faut que la question de la révision et du changement de la Constitution ne puisse pas être au menu de ces dialogues. Madame, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque samedi pour au moins débattre sur des sujets de l'heure, des sujets d'actualité, des sujets qui vous touchent au moins de plus près dans votre magazine GMD. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette question de la convocation probable dans les jours à venir d'un dialogue, mais tous les composent au moins des conditions. Est-ce que nécessité nationale aujourd'hui qu'un dialogue puisse être convoqué? Est-ce que ce ne sont pas des calculs politiciens pour au moins prendre du temps et s'éterniser au pouvoir? C'est là au moins notre thématique de ce samedi, et pour cela notre invité est déjà avec nous sur ces plateaux. Lui, c'est Monsieur Célestin Kapiamba. Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS au Katanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Georges. Je tiens aussi à dire merci aux nombreux téléspectateurs de la maison Shalom TV, Faya Télévision. Oui, Faya Télévision qui nous suivent de partout dans la ville de Lubumbashi, et surtout à vous qui tenez à ce que nous soyons là tous les jours et chaque fois, malgré des multiples occupations. Mais nous avons quand même tenu à être là aujourd'hui. Merci. Merci votre présence et pour aussi éclairer l'opinion qui a besoin, moi, qu'elle puisse au moins accéder à certains éclaircissements. La question, celle de savoir, où la thématique, c'est cette convocation, une énième convocation d'un dialogue. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, maintenant, tout est enfin prêt pour puissions assister à ces dialogues? La première fois, ça n'a pas marché. Est-ce que la deuxième, cette fois-ci, c'est la bonne pour que nous puissions assister à la convocation de ces dialogues inclusifs? Ok, donc pour nous, comme nous nous sommes engagés à défendre le chef de l'État, nous allons suivre selon ce que lui-même voudra que ça se fasse. Le dialogue, vraiment à cet instant, n'est pas une nécessité, mais seulement pour raison de cohésion nationale. Je pense que le chef de l'État a pensé ramener tout le monde dans la logique de s'unir pour que, une fois pour toutes, nous puissions nous liguer contre l'agression rwandaise qui nous fait du mal depuis 30 ans. Et pensez-vous que si ce dialogue sera convoqué, il donnera des solutions pour mettre fin à l'agression rwandaise? Des solutions, ça dépendra de la vision du chef de l'État. Les problèmes ne se posent pas au niveau du dialogue, parce qu'au sein de la composante opposition, nous ne voyons pas quelqu'un qui puisse contraindre Kagame aujourd'hui à quitter le pays. Nous ne voyons pas. Pour les gouvernements de la République, tout a été mis en marche pour que Kagame puisse sentir que la République démocratique du Congo veut se défendre, veut avoir son intégrité et veut aller très loin
jusqu'à mettre fin une fois pour toutes à cette guerre. Mais penser à ce que le dialogue pouvait faire quelque chose de faire chasser Kagame, non. Nous voulons juste avoir une opinion nationale et aller vers la mise en déroute de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Mais vous êtes en train de dire que parmi les opposants, ceux qui sont au pays, il n'y a aucune figure qui peut pousser Kagame de quitter le sol congolais. Mais vous refusez au moins de dialoguer avec l'opposition armée, entre guillemets, l'AFC, Barème 23. Nous n'allons pas servir à ceux qui se permettent de massacrer, de tuer, violer, piller la RDC, de revenir encore à Kinshasa, participer à la gestion, se faire des millions. Et quand on veut appliquer la démocratie, il se rétracte. Nous sommes passés des élections de 2018 et puis de 2023. Les gens qui sont habitués à être financés par les gouvernements, alors que l'UDPS a voulu appliquer cette fois-ci la démocratie. Ceux qui ont gagné, ils dirigent. Ceux qui n'ont pas gagné, ils participent à la vie politique de la nation en critiquant et en apportant des propositions. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont cherché à aller, comme d'habitude, prendre les armes et faire la guerre à la République. Nous n'allons pas permettre à ces gens-là de venir encore se moquer de la population qu'ils tuent tous les jours. Est-ce que trouvez-vous que sans eux, des solutions seront trouvées pour que la paix puisse y revenir en RDC ou dans des parties occupées? Nous allons régler cette question avec Kagame, qui les soutient, pas avec eux. Donc un dialogue avec Kagame, selon vous? Pas les dialogues avec Kagame. Les dialogues avec Kagame, nous l'avons fait dans l'accord de Washington. Le reste, c'est lui qui ne va pas respecter l'accord là. Nous, on va faire, nous, la RDC, nous allons nous défendre. Et nous en avons maintenant le moyen de nous défendre. Mais l'ultimatum qui a été donné par l'accord de Washington a expiré depuis le 15 juillet. Et Kagame n'a pas quitté le sol. C'est un processus. Ces gens sont ici chez nous depuis 30 ans. Ils sont habitués à prendre les minéraux, à gérer même certaines parties de notre pays depuis 30 ans. Et quand vous voyez depuis tout ce temps, depuis 2018, 2019, Kagame a commencé à chanter. Et tout ce temps, il était calme parce qu'il était dans son bassin en train d'exploiter. Maintenant que la République les contraint à quitter le pays, vous avez vu comment Kagame ne passe pas une semaine sans faire une déclaration. Nous savons comment nous allons mettre fin à cette histoire et c'est pour bientôt. Mais comment bientôt? Cela fera pratiquement deux ans et demi pour d'autres ou certaines localités qui sont toujours sous l'emprise du mouvement du 23 mars. Il n'y a pas de localités, des grandes localités bien sûr, qui ont été récupérées par les forces armées de la RDC. Il y a une question de sécurité des Congolais qui se retrouvent dans ces villes-là, dans ces localités où il y a des grandes localités. Nous allons faire en sorte que quand nous allons reprendre ces localités ou ces villes, qu'il n'y ait pas de bain de sang. C'est pourquoi vous allez voir que le président est en train de partir méthodiquement, craignant les représailles. Vous avez suivi même après le match, comment on a assassiné à peu près 12 jeunes là-bas parce qu'ils ont chanté Fachi Béton, RDC. On a tué. Imaginez si par manque d'organisation ou de la volonté de tout récupérer tout de suite, vous entrez dans une ville comme ça, ils peuvent commettre beaucoup de dégâts et vous les faire porter. Qu'est-ce qui approche l'opposition à quelques jours d'une autre manifestation, le 22 juillet, comme ça a été annoncé? Est-ce que c'est stratégique pour affaiblir l'opposition? Pour ne pas montrer aux Congolais que l'opposition a une main prise sur des décisions nationales? Pas du tout. Pas du tout parce que nous sommes en train
d'aller petit à petit. La rencontre avec les prélats, ce sont eux qui ont demandé. Ils ont demandé à rencontrer le président burundais. Ils l'ont fait. C'était dans la suite, dans la logique de cette affaire où ils voudraient avoir un dialogue. Un dialogue pour eux, je ne sais pas. Ils vont faire quoi après? Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous tenions à ce qu'on le laisse faire leur manifestation. La demande d'abandonner la manifestation ne vient pas de nous, vient des prélats. Vous avez vu comment ils se sont divisés par rapport à cette question-là. Ça ne vient pas de chez nous. Mais c'est stratégique, c'était pour que l'opposition puisse se diviser avec un dicton qui dit diviser pour mieux régner. Pas du tout. Parmi eux, nous ne voyons pas quelqu'un qui tiendra face à l'UDPS aux élections de 2028. Nous ne voyons pas. Nous n'avons pas peur d'eux. C'est à eux de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent exprimer leur sentiment de manque de mobilisation. Et ils veulent tout montrer à la fois. Vous voyez, même la marche recommandée par l'Union sacrée, nous, UDPS, nous ne l'avons pas soutenue. Pour quelle raison? Parce que ces gens-là cherchent les buzz. Ils cherchent des moyens pour se faire entendre. Ils cherchent des éléments pour présenter au monde que voilà l'UDPS, voilà le régime Tshisekedi nous fait des problèmes. C'est pourquoi nous avons demandé, l'UDPS a demandé à ce que personne ne sorte le 22. Nous allions les regarder, parce que le moteur même des marches, c'était nous. Nous avons quitté l'opposition, le moteur a quitté l'opposition. Nous sommes de l'autre côté du pouvoir en train de gérer et l'opposition et le pouvoir. Nous n'avons peur de personne là-bas, ni Fayoulou, ni les autres, ces Sanga, eux-mêmes qui ne peuvent pas se représenter à Lubumbashi ici et dire que nous avons une base. Mais les 12 juin, ils ont fait quand même quelque chose à Kinshasa, et dont la force de progrès est intervenue pour tuer certains, blesser les autres. Vous imaginez que dans ce pays, l'opposition commence à mentir. L'opposition, si je peux entrer dans leur contexte, l'opposition devient sans cœur. Comment expliquer que les gens qui ont perdu 10 personnes, qui ont été blessés par balle, qui n'ont pas su répondre à la demande du ministre de la Justice de présenter et les lieux de deuil et les hôpitaux dans lesquels ils se sont fait soigner et tout ça, ils ont été incapables de présenter un seul dossier d'un blessé ou un dossier d'un tué par balle. Vous comprenez que c'est compliqué pour eux. Et la marche ici, quand ils ont choisi le palais du peuple, ils veulent maintenant des morts. Parce que là-bas, ils savent au moins que les forces qui défendent le chef de l'État peuvent réagir. Ils cherchent les morts. Parlons de leurs revendications. L'opposition revendique au moins la mauvaise gouvernance, la situation sécuritaire dans la partie est qui persiste, pas toujours de solutions. Jusqu'à là, peu importe des processus entamés. Elle revendique aussi le non-changement de la Constitution dans la démarche que vous sembleriez déjà entamer dans les jours à venir. Est-ce que ce sont des revendications fausses aujourd'hui? Êtes-vous pas sûr que la RDC traverse une période de crise socio-politico-économico dans presque tous les compartiments? Bon, pour commencer, je veux tout simplement que ça soit bien compris. Je commence par la dernière, le changement de la Constitution. La Constitution, oui. Le changement de la Constitution, qu'il y ait dialogue ou pas, le changement de la Constitution sera changée. Qu'il y ait dialogue ou pas dialogue, la Constitution sera changée. Parce que quand vous suivez
par exemple, Martin Fayulu. Il demande les dialogues inclusifs des refondations. Qu'est-ce qu'il entend par refondation? Au peuple de juger, si ce n'est pas de changer la Constitution. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit cette Mais refondation-là. la RDC, s'il faut s'en tenir à la Constitution actuelle, nous pouvons dire qu'elle a été refondée il y a plus de 18 ans aujourd'hui. Mais comment lui va nous parler d'un dialogue inclusif de refondation? Il va refonder quoi? Donc tout le monde est dans la logique de changer cette constitution. Peut-être le système politique de la RDC actuellement, il faut refondre ces systèmes. Vous allez refondre ça comment sans toucher à la constitution? Revoir la classe politique congolaise. Vous allez revoir comment par des vieilles personnes vous qui allez datent de changer. longtemps. Mais c'est Georges, vous allez changer la classe politique comment? La politique, c'est un engagement. Vous n'allez pas dire à Lambert Mende de quitter la politique parce que vous êtes nouveau en politique. Sinon, vous perdrez certaines connaissances que Lambert Mende a. Vous allez demander à Martin Fayulu de quitter la politique parce que vous avez 20 ans ou 25 ans, vous êtes nouveau en politique. Quelle classe politique on veut changer? Toute cette génération, tous ceux qui sont en politique aujourd'hui, nous sommes de la même classe politique. Vous allez changer quelle place politique? Cherchez d'autres politiciens. Mais vous êtes au moins sûr qu'aujourd'hui, la gouvernance peine en RDC avec des corruptions par-ci, par-là, ainsi de suite. Je vous le répète comme l'autre fois, la corruption est un fléau qui se passe dans le monde entier. Commençant par les États-Unis, tout ça, jusqu'à chez nous ici. Et l'État était tombé en faillite il y a plusieurs années. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui nous allons tout annuler, mettre fin à la corruption. La corruption est en nous. La corruption est en nous. Il y a des corruptions partout ici, au bas niveau. Mais l'UDPS, en accédant au pouvoir, il a déclaré haut et fort qu'elle instaurerait un état de droit. L'état de droit où aujourd'hui, c'est parmi les régimes le plus... où on a rencontré plus de cas de corruption et de détournement des fonds. J'espère que dans ce pays, si il faut que l'on cite un régime qui a beaucoup parlé qui s'est battu pour la lutte contre la corruption, c'est le régime de Tshisekedi. Quand vous prenez aujourd'hui la Cour des comptes, la Cour des comptes fait des rapports après 3 mois. Vous connaissez M. Alingueti qui a fait briller l'IGF. L'IGF là a existé. L'actuel ministre de budget était à l'IGF il y a très longtemps et personne ne parlait, ne connaissait l'IGF, c'était quoi au juste? Si nous nous sommes réveillés aujourd'hui avec des cas de corruption, des cas de dénonciation, c'est parce que le régime a permis que ça se fasse. Que ça se fasse, les dénonciations, il y a les enquêtes, certaines dénonciations ne sont pas correctes. Ceux qui sont corrects, vous voyez aujourd'hui l'ancien ministre de Justice, Mutamba. Il est coincé parce qu'il aurait fait des choses qui ne sont pas très correctes. Quand nous suivons son procès, à un certain moment, vous comprenez qu'il a tripoté quelque part. Lui, il est incarcéré, mais il y a, parce que peut-être n'est pas de l'UDPS, mais il y a un ancien ministre, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, même devant le média, il a dit haut et fort, quand l'argent sort, l'argent des projets sortent, on se partage avant de penser au projet. Mais lui, il est libre. Il avait donné seulement une perception de la chose. Pour certains cadres politiques, c'était une façon de donner une image de ce que représentait la RDC. Quand il y a des projets,
Effectivement, certaines personnes pensent qu'ils peuvent se retrouver. Mais malheureusement, aujourd'hui, personne, je dis personne, ne peut se permettre de faire encore ces choses-là parce que la manière dont on élabore les projets, on les exécute, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Vous devez d'abord débourser votre argent, vous commencez, l'État vient évaluer les travaux, on vous paye. L'autre exigence de l'opposition, c'est la situation sécuritaire dans la partie Est, même si on a déjà brossé un tout petit peu sur la question. Mais ne trouvez-vous pas qu'elle a raison? 2 ans, 2 ans et demi, certaines localités sous l'emprise, qu'elle a raison de dénoncer cette insécurité qui n'arrive pas toujours à prendre fin. Cette opposition, M. Georges, n'a pas raison. Cette opposition dite non armée, dite républicaine, elle n'a pas raison. Elle fait partie de cette rébellion-là. Non, comment ça? Elle fait partie. Suivez leur réclamation. Intégrer Nanga, intégrer Joseph Kabila, intégrer. C'est une cohésion nationale. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée cohabite avec les ex-rebelles. Nous n'allons pas faire l'Union sacrée ou l'Union nationale avec ceux qui ne représentent pas la valeur là des nationalismes. Comment quelqu'un qui fait la guerre, un ancien président de la République, lui qui avait établi même une loi sur les statuts des anciens présidents, s'attribuant beaucoup d'avantages, il quitte le pays pour être rebelle. Qu'est-ce que lui ne connaît pas de ce pays pour se faire encore un rebelle? Qu'est-ce que lui ne connaît pas? Est-ce qu'il a au moins senti la souffrance des Congolais depuis 30 ans? Il sait représenter cette souffrance? Et ce sont ces gens-là qu'on demande à ceux qu'ils viennent s'asseoir pour qu'ils demandent. À la fin, c'est quoi? Joseph Kabila va demander qu'on lui retourne tout ce que la justice a déjà bloqué, tous ses biens, tout ça. C'est pour cela qu'il se bat. Il ne se bat jamais pour la population. Et Kabound, Martin Fayoul et les autres, ils n'ont jamais dénoncé cette guerre. Ils disent, nous nous occupons d'abord de notre gouvernement, le problème c'est le gouvernement. Comme si le gouvernement est allé demander aux rebelles de venir faire la guerre à la République. Mais aujourd'hui, vous refusez de ne pas dialoguer avec les rebelles, l'AFC /M23, mais vous cohabitez avec les ex-rebelles. Je n'aime pas citer les noms, mais vous les connaissez au moins. Ils sont dans le gouvernement. Effectivement. La Troisième République a été fondée beaucoup plus par ces mêmes personnes qui font la guerre aujourd'hui. Dieu merci, il y a ceux qui ont pris la décision de ne plus toucher aux armes, de servir la RDC. Mais ils ont tué. Ils ont été blanchis dans l'accord de Sun City. Et nous avons été contraints de vivre avec eux et de les considérer comme citoyens. Et comme ils n'ont pas voulu rentrer encore dans cette pratique-là, nous les considérons comme des bons citoyens, des citoyens de bonne qualité. Ils ont compris que verser le sang, faire piller les minéraux du pays, laisser les pays dans les mains des étrangers, ce n'est pas bon. Et nous les considérons comme des Congolais à part entière. C'est ça le problème. Ceux qui reprennent les armes, comme les Rouberois, les Nyarugabo, les Kabila, cette fois-ci, c'est déjà fini. Des preuves tangibles que l'ancien chef de l'État a repris les armes, vous en avez? Des preuves tangibles. Lui-même contrôle l'AFC M23. Lui-même gère ça tous les jours. Comment? Tous les jours. Vous allez voir tous les kabilistes, toute la jeunesse PPRD, tous les comités jeunesse PPRD. Et là, à Goma, là-bas. Pourquoi? C'est Kabila qui gère là-bas. Le chef là-bas, le chef national là-bas, c'est Kabila. Et les preuves sont là. Les sanctions tombent
contre Kabila et les autres, vous allez chercher quelle preuve? Quand on les sanctionne par les Nations Unies, les autres organisations, vous cherchez quelle preuve? Donc, les preuves des sanctions, c'est ça même des preuves qui montraient que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est impliqué dans le mouvement rebelle aujourd'hui en RDC. Comment il peut se permettre de vivre à Goma? C'est une partie de la RDC. Vous avez suivi même dernièrement un témoignage selon lequel il avait payé une maison à Goma alors que Goma était ici comme commandant, mais il paye des maisons à Goma alors que Goma était contrôlé par le rebelle. On ne peut pas vouloir cacher des choses parce que on s'appelle opposant. Kabila ne peut pas être opposant. Les statuts de l'opposition, les statuts des anciens chefs de l'État, les lui interdit. Il ne peut pas être opposant. Il ne peut pas se prononcer, prendre position surtout pour les rebelles. Il ne peut pas. Il viole lui-même la Constitution et puis il sort, il dit non, le pays est dans une tyrannie, tout ça. Non, on ne peut pas permettre ça. Et voir encore Kabila sur la même table et puis à la fin, retourner à Kabila son argent, ses fermes et tout ça. On parle de la vie chère en RDC. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, la vie est devenue totalement chère en RDC. Tout le bien, les denrées de première nécessité ont flambé sur le marché, ce qui est une réalité. Mais pourquoi vous n'avez pas su maîtriser au moins la vie congolaise? La vie économique, sociale est maîtrisée. Est vraiment maîtrisée. Il y a eu à un certain moment, pour juste stabiliser les taux, les gens se sont fait appeler professeurs d'université ici, comme Matata Mpogno. Il était devenu grand économiste parce que seulement il avait maîtrisé les taux d'échange pendant 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, non seulement on avait stabilisé à 290, nous sommes revenus à 230, et puis on a stabilisé. Personne n'en parle. Mais sur le marché, il y a toujours cet équilibre. Il y a eu baisse des prix sur plusieurs. Qui sont en charge de la police économique puissent faire encore beaucoup de travail pour essayer de demander aux opérateurs économiques de réduire certains prix. Mais tout est fait par le gouvernement pour que les prix baissent. Tout est fait. Et même quand vous regardez le prix du riz aujourd'hui, par rapport à il y a 8 mois, 6 mois, vous allez sentir que même si on a enlevé 10 000 francs sur un sac, ça fait partie de la situation de cette volonté politique de faire baisser les prix. Vous posez de conditions pour convoquer le dialogue inclusif en RDC. Ne pensez-vous pas que sans ces derniers, on file vers des tensions politiques, des manifestations politiques qui peuvent aboutir à des morts et des milliers de cas et des violences? D'abord, il n'y aura pas de morts. Il n'y aura pas, en tout cas, il n'y aura pas de morts. Pour quelle raison? Pourquoi il n'y aura pas de morts parce pessimiste jusqu'à ces niveaux-là? Parce que en face, il n'y a pas une opposition qui peut résister à ce pouvoir qui est soutenu à 86% par les Congolais. Elle a été rappelée à Bujumbura par le président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye. Donc ça prouve qu'elle compte sur le plan continental aujourd'hui. Cette opposition que vous semblez négliger. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, le président Ndayishimiye, c'est un panafricaniste. C'est quelqu'un qui connaît le Congo. Il connaît même les pratiques politiciennes du Congo.
vous allez voir que l'opposition n'a même pas reproduit ce qui leur avait été dit là-bas. Ils ont dit seulement que nous l'avons écouté et nous sommes là. La preuve, ils avaient même accentué la tenue de leur marche du 22 passé pour dire que ils ont été rappelés à ce qu'ils tiennent compte que ce pays leur appartient aussi. La difficulté aujourd'hui de l'opposition, c'est ce manque le manque des nationalistes et d'avoir rejeté la main tendue du président il y a très longtemps. Mais main tendue pour un changement de la Constitution. Pourquoi vous y tenez fort de changer la Constitution? Nous ne les appelons pas, je vous ai dit au début, nous ne les appelons pas pour changer la Constitution. Okay. La Constitution sera changée avec ou sans dialogue. Mais vous les appelez pourquoi? Pourquoi le chef de l'État a accepté la convocation? Les dialogues ici, au fond, ce n'est pas une demande du président de la République ou du régime. Vous connaissez comme moi que ces dialogues est une demande de l'opposition tout entière, y compris l'Église catholique, qui se retrouve aussi aujourd'hui être du côté de l'opposition. Comment ça? Parce qu'ils voient que les choses ne marchent pas, il faut un dialogue, il faut que les Congolais parlent entre eux. Pourquoi nous souhaitons à ce que, même dans les conditions d'organisation du dialogue, que les prélats ici ne puissent pas être les organisateurs. Dans ce pays, nous connaissons que la SENCO est une partie de l'opposition contre le régime de Kinshasa. Même à l'époque de Joseph? Parce que vous avez cheminé ensemble avec eux, la SENCO, l'UDPS, oui, l'opposition. Même à l'époque de Joseph, ils étaient là. C'est pourquoi vous voyez, je vous ai dit, à un certain moment, nous, on n'a pas marché en droite ligne avec la SENCO. Il y avait des moments où nous sommes ensemble et des moments où nous n'étions pas ensemble. Parce que dans leur démarche, il y a toujours des choses qu'ils faisaient pour faire reculer l'UDPS. Vous allez voir que l'UDPS a eu des problèmes avec l'Église catholique depuis avant la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu des moments où nous sommes ensemble et des moments où nous n'étions pas ensemble. Nous n'avons jamais été hypocrites. Nous n'avons jamais été hypocrites. Nous sommes corrects avec nous-mêmes. Si les choses ne marchent pas, nous vous disons, monsieur, ici nous ne marchons pas ensemble. Oui. Alors, la cohésion nationale, vous l'avez mentionné dans vos propos. Cette cohésion-là, qu'est-ce qu'elle apportera si aujourd'hui et l'opposition et la majorité dont vous êtes, qu'est-ce qu'elle apportera face à la situation sécuritaire en face aujourd'hui? La cohésion nationale, nous ne cherchons pas seulement donc l'assentiment de l'opposition. Vous savez, dans ce pays, il y a des pratiques telles que les partis politiques, pas même les partis politiques, quelques leaders veulent prendre la population en otage. Est-ce que l'opposition peut dire correctement que le dialogue qu'eux demandent là, c'est la population qui leur a envoyé de demander le dialogue? Parce que la population l'a accompagné lors quand elle a décrété une ville morte à Kinshasa. Ce sont les membres de leur parti politique qu'il ne faut pas confondre à la population. Donc ils font partie de la population? Ils font certainement partie de la population, mais ce sont les membres des partis politiques qui partagent un objectif à atteindre. Vous n'allez pas dire que à Kinshasa, là-bas, c'est 300 personnes qui avaient marché le 12 qui représentaient la population. Vous n'allez pas dire ça. Les dialogues ici demandés par l'opposition, c'est pour se retrouver au pouvoir. Ils ont même négocié la primature là-bas à Bujumbura. On leur a dit, mais vous voulez aller aux élections.
Comment vous voulez encore gérer la primature? Ils réclament la primature par rapport à quoi? Il y a eu élection, ils ont été battus. Fayoulou a refusé. Imaginez la confusion que certains leaders politiques nous amènent. Fayoulou a refusé que ses membres participent aux législatives provinciales comme nationales. Il va demander la primature par rapport à quoi? Vous comprenez que la population, notre population doit comprendre qu'on ne doit pas utiliser leur pouvoir pour arriver au pouvoir, à obtenir un poste et commencer à s'enrichir. On aura les élections en 2028. Tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura ni élection, ni référendum. Ni changement de la Constitution. Les changements de la Constitution, il y en aura quand nous aurons la paix. Quand il y aura la paix. Mais comment on va parvenir à gérer les 2 ans restantes avant que les élections arrivent? Comment l'UDPS pense gérer au moins ces 2 ans-là? Peut-être des tensions qui peuvent y arriver, des problèmes que la République peut rencontrer. Comment vous pensez au moins gérer tout cela? L'UDPS tient à ce que les mandats soient respectés. Mais l'UDPS aussi demande aux autres qui ont bouffé les quelques années dans la gestion de l'UDPS de quitter les groupes armés, d'abandonner les velléités guerrières et rentrer pour que l'UDPS puisse organiser encore les élections et que la démocratie puisse se manifester encore davantage. C'est ce que l'UDPS demande. L'UDPS s'était inscrite dans la logique de respecter le mandat. Mais malheureusement, il y a des gens qui se sont donnés comme objectif de barrer la route à la gestion de l'UDPS. Au début déjà du premier mandat, la MOUCA avait fait des déclarations publiques comme quoi si Félix accepte de gérer ce pays, nous allons rendre le pays ingouvernable. Les déclarations sont là, la MOUCA déjà. Dieu merci, Dieu a fait à ce qu'ils puissent se disperser parce qu'ils avaient un plan diabolique contre la République. Dieu les a dispersés. Aujourd'hui, ils sont allés prendre les armes. La plus grande partie des gens de la MOUCA sont membres du M23. Alors l'actualité aussi l'oblige que nous puissions au moins en briefer un tout petit peu pour le peu de minutes qui nous restent. C'est une année de Martin Kazembe à la tête du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Vous êtes cadre de l'UDPS. Alors comment vous personnellement vous analysez au moins c'est une année de Martin Kazembe à la tête du gouvernorat de la province en tant que gouverneur dit intérim? Bon, en observateur politique seulement, je pense que il se bat pour que la stabilité puisse être dans la province. Le reste de son bilan, vraiment, je ne maîtrise pas vraiment les contours. Je ne maîtrise pas les contours parce que, comme on l'a présenté, j'ai vu aussi par la télévision et par les réseaux sociaux, bon, en toute sincérité, il y a d'autres projets et la plupart des projets présentés ou des ouvrages présentés ont commencé il y a longtemps. J'aurais voulu qu'il présente ses propres projets qui sont aboutis, mais malheureusement, je n'ai pas eu à parcourir tous les documentaires, mais j'ai vu qu'il s'est investi à terminer le projet commencé par son prédécesseur. C'est quand même bien, mais ce ne sont pas des projets qui ont été élaborés dans son premier
donc ses débuts dans sa gestion. Oui, oui, dans sa gestion, la plupart des projets ont été commencés par l'autre et Dieu merci, il a pu amener certains à l'aboutissement. Ça va. Mais et comment vous entrevoyez au moins l'avenir de la province du Haut-Katanga sous la gestion, si seulement si il continuait à gérer la province dans les années qui restent avant que nous puissions arriver aux élections? Dernièrement, il a présenté à l'Assemblée provinciale un programme quinquennal du développement du Haut-Katanga. Il a présenté aussi les engins qu'il doit amener les ateliers dans chaque territoire. Nous attendons voir l'aboutissement de ce projet pour en tout cas les côtés. Vous savez, la République ou la province, ce ne sont pas seulement des paroles ou des annonces. Il faut que la population commence à témoigner. Nous sommes, à l'UDPS, nous sommes de ceux qui veulent que seule la population peut témoigner que tel a fait, tel n'a pas fait. Ce n'est pas à nous politiciens, parce qu'on peut avoir les penchants. Moi, je suis de l'UDPS et je suis de l'UDPS. Je peux avoir mon opinion, mais je voudrais que les dirigeants, ceux qui sont à la tête de la province, puissent travailler de sorte que la population qui nous élut, qui avait élu le président de la République, qui avait élu Martin Kazembe, même indirectement l'Assemblée provinciale, puisse dire à Kazembe que ici vous avez travaillé. C'est ce que nous voulons. Pas les histoires de vous êtes dans un coin, les gens se lèvent le matin, ils disent non, oh, 100%, il a fait ça. Non, non. Nous voulons que notre population, parce qu'on travaille pour la population, oui, laisser à la population de juger. Merci beaucoup, Monsieur Célestin Kapiamba, d'avoir accepté notre invitation pour ces GMD de ce samedi. C'est à moi de vous remercier. Je reste disposé à être présent chaque fois que Shalom Télévision, Faya Télévision, Télévision, je m'excuse, à chaque fois que Faya Télévision va nous inviter pour parler soit de la province, soit de la République. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et c'était votre GMD de ce samedi. Nous avons parlé au moins de cette convocation d'un dialogue inclusif en RDC, un dialogue qui la première fois ça n'a pas abouti. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Est-ce qu'on assistera pas, on assistera à ces dialogues inclusifs et en quoi elle accouchera comme résultat? Est-ce qu'il fera-t-il face à la situation sécuritaire dans la partie Est qui reste au moins préoccupante, la crise politique en RDC, pourquoi pas aussi les tensions politiques? C'était au moins là nos différentes thématiques de ces samedis et vous avez eu au moins des réponses à toutes ces questions avec notre invité, M. Célestin Kapiamba, qui est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS en cycle. Je fixe rendez-vous le samedi prochain. D'ici jusqu'à là, restez toujours branchés sur la chaîne de l'excellence réelle.